Donc là, je vous propose de corriger l'exercice C de l'examen de 2021, Bac Métropole. Quelle taille pour les mailles d'un tamis? Donc on a un petit peu de texte. Les artémies sont des crustacés élevés pour nourrir les poissons des aquariums. Leur taille doit être adaptée à l'espèce de poisson à nourrir. On utilise des tamis pour les sélectionner. On se propose dans cet exercice de déterminer la taille des mailles d'un tamis utilisant une diode laser de longueur d'onde lambda égale 650 plus ou moins 10 nanomètres. Vérification de la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée. Pour vérifier la valeur de la longueur d'onde de la diode annoncée par le constructeur, on réalise une expérience dont le schéma figure ci-dessous. Pour qu'on voit mieux. Alors la distance D vaut 56 cm. Petit a, la largeur de la fente calibrée, vaut 80 micromètres. Alors, dans le doute, des calculs qu'on va avoir fait dans le futur, donc ça fait 5,6 x 10 puissance moins 1 mètre. Et là, ça fait 8,0 x 10 puissance moins 5 mètres. Et là, la longueur d'onde, ça fait 650 plus ou moins 10 x 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, donc là on a extrait les informations, on a converti. Donc Q1, question 1. Question 1. Exprimer le phénomène physique responsable des taches lumineuses qui sont ici observées sur l'écran. Discuter qualitativement de l'influence de la largeur L de la fente et de la longueur d'onde lambda sur le phénomène observé. Alors là, on a un phénomène ondulatoire caractérisé par une seule fente. Donc le phénomène que l'on va observer, c'est le phénomène de diffraction. Ça, c'est le phénomène de diffraction. Alors, à moins d'avoir fait l'expérience et d'avoir les résultats en tête, c'est difficile de se prononcer directement sur la deuxième partie de la question, à savoir l'évolution qualitative de la largeur de la tache centrale en fonction de D et de lambda. Donc je pense que là, il va falloir faire un minimum de calcul. Donc on sait quoi? On sait que les angles sont petits. Donc on va faire l'hypothèse que dans ce triangle rectangle, la tangente, le sinus et l'angle sont extrêmement proches les uns des autres, voire identiques. Donc on sait que pour des petits angles, on peut approximer l'angle à son sinus, à sa tangente. Et nous, ça nous arrange parce que dans le triangle rectangle qui est ici, on connaît D et on va avoir des infos sur L. Donc c'est la tangente qui nous intéresse. Donc θ équivalent à tangente θ. Et tangente θ, c'est égal à quoi? Côté opposé, L sur 2 divisé par côté adjacent, D. Donc c'est L sur 2D. Donc θ égale L sur 2D. Ça, c'est l'expression numéro 1. Or, on sait aussi que θ, c'est égal à lambda sur A. Expression 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que 1 est égal à 2. Donc, lambda sur A égale L sur 2D. Et dans cette question, on nous demande l'influence de lambda et de D sur L. Donc, on va isoler L. L égale 2 lambda D sur A. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que L augmente quand D augmente. Donc, L est proportionnel
AD. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que L augmente quand lambda augmente, donc que L est proportionnel à lambda. Donc plus lambda augmente, plus la largeur de la tâche centrale augmente, plus la distance D augmente à l'écran, plus la largeur de la tâche centrale augmente aussi. Donc L est proportionnel à D et à lambda, ce que confirme la formule qu'on a retrouvée ensemble ici. Alors, question suivante, question 2. Ben là, on va se servir de tout le travail qu'on a fait pour répondre à la question 2. Parce que là, il nous pose les hypothèses θ égale lambda sur A, les angles petits. On nous demande de déduire l'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de L, A et D. 2. On veut lambda égale F de L, A et D. Donc on y a répondu quasiment. Ici, donc, d'après la Q1, je sais que on ne va pas refaire le travail une deuxième fois. Je sais que L sur 2D égale lambda sur A. Donc, que lambda, c'est égal à LA divisé par 2D. L'intensité, donc pour faire une mesure précise, on remplace l'écran par une caméra qui permet d'obtenir l'intensité lumineuse relative en fonction de la position X repérée selon l'axe indiqué sur la photo de la figure 2. À l'origine, X égale 0 est prise sur le bord du capteur de la caméra. On obtient la figure 3 qui est ici. Question 3. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée en exploitant la courbe de la figure 3. La comparer à celle indiquée par le constructeur. D'après la formule qui est ici, ça nécessite de connaître la largeur de la tâche centrale, la valeur de la dimension de la fente petit a et la distance d. Si on regarde bien les données, la distance d on la connaît, petit a on le connaît, donc il ne nous reste plus comme inconnu la largeur de la tâche centrale. Donc c'est cette information-là qu'il va falloir aller chercher sur le document 3. Normalement, ce document 3 va nous donner accès à cette information, à savoir la largeur de la tâche centrale. Alors comment est-ce qu'on va procéder pour trouver cette information? Ben là, vous avez tout simplement un graphique qui vous donne l'intensité lumineuse en fonction de la position sur l'axe des X. Donc il suffit de trouver la première position où l'abscisse va avoir une intensité non nulle et la dernière position où de cette abscisse où l'intensité sera non nulle. Donc on voit bien qu'avant l'intensité est nulle et qu'après l'intensité est nulle. Donc là on est sur une frange sombre et là sur une frange claire, et cette frange claire c'est tout simplement la largeur de la tâche centrale. C'est pas demandé, mais au passage vous voyez que cette largeur de tâche centrale est 2 fois plus importante que la largeur des tâches secondaires. Alors maintenant qu'on a trouvé l'explication, on va déterminer la position de ce qu'on va appeler x1, c'est-à-dire la première valeur de x pour une intensité égale, non égale à 0, non nulle donc, et la position x2 de cette dernière position pour laquelle on aura une valeur non nulle de l'intensité. Donc graphiquement, on obtient donc 5, 6, 7, 8, 9, donc 9,0 mm, x1 égale 9,0 mm, x2 égale 15, 16, 17, 18 mm, donc la largeur de la tâche centrale, elle, c'est égal à x2 moins x1, c'est-à-dire 18 moins 9 égale 9 mm. Alors maintenant, la question c'était de calculer la valeur de lambda, on a tout ce qu'il faut. Par conséquent, lambda égale
L 9,0 fois 10 puissance moins 3. Alors je vais le mettre en rouge ici, hein. Puisque je vous rappelle que quand on fait un calcul, toutes les grandeurs sont exprimées dans les grandeurs du système international. Donc les distances sont en mètres. Fois petit a. Alors petit a dans les données, qu'est-ce qu'on avait? On avait 8,010 puissance moins 5. Vous voyez l'intérêt d'avoir fait les conversions au préalable, c'est qu'on n'a plus qu'à les recopier sans souci de conversion. Divisé par 2 fois D, et D, c'était 5,6 10 moins 1. Et on trouve, alors j'ai fait le calcul, 640 nanomètres, c'est-à-dire 6,4 10 moins 5. Alors là, exceptionnellement, on reconvertit en nanomètres, parce que nos références pour les longueurs d'onde, ce sont les nanomètres. Donc là, c'est un petit peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on va reconvertir dans une unité qui n'est pas celle du système international. Voilà. Donc, est-ce que c'est compatible avec la valeur annoncée par le constructeur? Le constructeur nous disait qu'il garantissait 650 nanomètres plus ou moins 10 nanomètres. On est à la limite supérieure de la tolérance. Donc, la réponse est oui. Alors, je ne sais plus comment la question est formulée. La valeur obtenue est compatible avec la donnée constructeur. Alors, on passe au petit 2, calibrage du tamis de récupération. Le but de ces parties est de vérifier que le tamis disponible dont le maillage est représenté sur la figure 5, donc ici, permet de récupérer toutes les artémies d'une taille supérieure à 150 micromètres. Donc ici, on a une taille qu'on va appeler T comme taille égale 150 micromètres, c'est-à-dire 150 fois 10 puissance moins 6 mètres. L'objectif, c'est donc de récupérer tous les artémies qui vont faire cette taille-là. Donc le maillage doit être plus petit que cette dimension-là. On réalise une expérience d'interférence pour évaluer les dimensions du tamis en utilisant la diode laser précédente. La largeur du fil plastique constituant le tamis est égale à 230 micromètres. Alors ça vaut un petit schéma, c'est-à-dire qu'on va zoomer cette partie-là. On va avoir donc une maille. Donc ici, ce qu'on veut, c'est une maille qui soit plus petite que 150 micromètres. Et on nous dit que la largeur, donc l'épaisseur du fil, vaut 230 micromètres. C'est-à-dire 230 10 puissance moins 6 mètres. D'accord. L'expérience est décrite ci-dessous. On utilise un laser de longueur d'onde lambda égale 650, donc celui-là. Alors là, moi je suis partagé, puisque dans la première partie, on nous a fait donc faire le calcul pour trouver la valeur exacte de la longueur d'onde du laser. On a trouvé 640. Dans le texte, on nous dit qu'on utilise le laser qu'on vient d'étudier. Et dans le texte, on nous dit que la longueur d'onde vaut 650. Donc pour les calculs à venir, je pense et j'espère que les deux valeurs seront acceptées, à savoir 650 ou 640. Là, à mon avis, il y a un petit flou au niveau de la rédaction. On utilise la diode laser de longueur d'onde 650, mais on nous dit dans le texte qu'on utilise la diode laser utilisée précédemment. Donc là, il y a contradiction. La distance écran tamis vaut D égale 7,75 mètres. Donc là, on va avoir une nouvelle distance que je vais appeler donc D écran tamis.
DET écran tamis, 7,75 plus ou moins 0,03 mètres. On note petit b la distance entre deux centres des deux trous consécutifs du maillage du tamis. Donc ici, si on continue notre schéma, petit b, c'est cette distance-là. Donc voilà la figure de diffraction, figure 6 et figure 7. Alors, question de 1. Question expliquer brièvement sans calcul l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférence lumineuse. Donc là, en fait, c'est une question de cours. Donc la première des choses qu'il faut dire, c'est que déjà une figure d'interférence, elle intervient à l'intérieur d'une figure de diffraction. Donc c'est à l'intérieur d'une frange claire de diffraction qu'on va observer une alternance de franges claires et de franges sombres d'interférence. Alors pourquoi est-ce qu'on observe une alternance de franges claires et de franges sombres? Tout simplement parce que pour générer des interférences, on va avoir besoin d'additionner algébriquement deux ondes incidentes cohérentes, c'est-à-dire dont le déphasage va être constant dans le temps, et que ces deux ondes vont, en fonction de la distance aux sources, vont générer soit des interférences constructives, donc des zones claires, soit des interférences destructives, des zones sombres. Alors, il y a juste une formule que l'on peut citer, même sans faire de calcul, c'est que la différence de marche entre les deux rayons lumineux au point M étudié va être un multiple entier de la longueur d'onde. À ce moment-là, on aura des franges claires, soit un nombre demi-entier de longueur d'onde pour les franges sombres. Et bien dire que cette figure d'interférence appartient à la frange claire, une figure de diffraction. Alors un petit peu de texte. Le centre de la figure d'interférence de la figure 6 est représenté sur la figure 7, ci-dessus à l'échelle 1. Donc vous aurez l'échelle 1 au format A4. L'interfrange notée petit i est définie comme la distance entre deux centres de deux tâches lumineuses successives. Donc, d'accord. L'expression d'interfrange est donnée par la relation I égale lambda D sur B. Donc ça, c'était la question 1. Question 2, on nous dit que I égale lambda fois D sur petit b. On nous donne l'expression de l'incertitude, donc de la propagation des incertitudes en fonction des différents paramètres dont dépend le paramètre étudié ici, c'est B. Évaluer la valeur de l'interfrange petit i en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Évaluer l'incertitude type dans la foulée. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'interfrange, on nous dit que c'est la distance qui sépare deux centres de franges claires. Donc, première méthode, je prends sur le schéma ma règle, je mesure cette distance-là et j'ai I. La deuxième méthode qu'on attend, c'est de dire on va mesurer le plus possible d'interfranges, divisé par le nombre d'interfranges qu'on aura mesuré, et de cette manière-là, on divisera par autant l'incertitude sur la mesure opérée avec notre règle. Donc moi j'ai fait la mesure, en supposant donc qu'on avait un format A4, j'ai trouvé 4i, donc 4 interfranges pour 5,9 cm. Donc mesurer une interfrange, c'est pas une bonne idée, ça marchera mais ça sera moins bien précis, c'est pas ce qui est attendu. On va mesurer 4i et on trouve 5,9 cm sur un format A4. Donc du coup, on a i qui vaut, on divise par 4 et on arrondit bien évidemment à 1,5 cm.
Donc là, encore une fois, il faut bien mesurer le plus possible d'interfranges pour limiter d'autant l'erreur sur la mesure. Alors, toutes les valeurs sont données avec deux chiffres significatifs, donc moi c'est pareil, je m'arrête à deux chiffres significatifs en ce qui concerne la valeur de i. Question 3. Question 3, donc, question 3. Alors, il faut évaluer l'incertitude type. Alors, de B. Alors, pour connaître l'incertitude type de B, il faut connaître l'incertitude type de D, de I et de lambda. Alors, U de lambda, c'est plus ou moins 10 nanomètres. On connaît. Lambda, bon, on va prendre 650 nanomètres, mais je pense qu'on peut faire le calcul avec 640. Là, je ne convertis pas parce qu'on fait un rapport de deux grandeurs exprimées dans les mêmes unités, donc pas besoin de convertir. Donc ça, c'est pour ce terme-là. Pour maintenant, D, U de D. Donc l'incertitude type sur D, c'est 5,6 cm. Alors, est-ce qu'on nous donne une information dans le texte? Je ne crois pas. Si, c'est 7,75, je me suis bourré de D, plus ou moins 0,03. Donc, c'est 7,75 pour D, et c'est 0,03 mètres. Et D, 7,75 mètres. Donc, pour ce terme-là, le deuxième dans le terme de propagation des incertitudes, ici, pour ce terme-là, là, on a tout. Pardon, celui-là. Maintenant, pour I. Donc, I, l'interfrange, c'est 1,5 fois 10 moins 2 mètres. Et l'incertitude sur I, on ne la connaît pas. Alors, pour calculer l'incertitude type sur I, c'est la précision de I divisée par racine de 2. Que vaut la précision sur I? Bah, c'est 1 mm et que ce millimètre englobe l'incertitude liée à la règle et l'incertitude de lecture. Donc quand on fait 1 divisé par racine de 2, j'ai dû faire le calcul, on trouve 0,7 mm. Et on a l'habitude de majorer toujours notre incertitude en l'arrondissant à la valeur supérieure arrondie, c'est-à-dire 1 mm. Donc là, ça c'est l'incertitude majorée. Donc ici, on trouve 1 mm. C'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 3 mètres, puisque j'ai exprimé I en mètres. Maintenant, on peut faire le calcul de U de B, pardon. U de B, c'est B fois racine carrée de U de D sur D au carré plus U de I sur I au carré plus U de lambda sur lambda au carré. Alors on va faire maintenant le calcul. Alors pour calculer l'incertitude type de B, on a besoin de connaître B. Or, B, il faut que je le calcule. I, que I égale lambda fois D sur B. Donc, que B égale lambda fois D sur I. Donc 650 10 puissance moins 9 fois 7,75 de mémoire, divisé par l'interfrange qu'on a trouvé à 1,5 fois 10 puissance moins 2. Alors le calcul, je vais dû le faire, ça fait 3,4 10 moins 4 mètres.
Voilà. Donc du coup, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'incertitude type sur B. Donc ça fait 3,4 10 moins 4 fois racine de U de D 0,03 sur 7,75 au carré. Plus 10 puissance moins 3 sur I 1,5 10 puissance moins 2 au carré plus 10 divisé par 650. Alors j'ai dû faire le calcul aussi. Et on trouve 2,3 10 puissance moins 5. Mètres. Donc, calculer B, puis évaluer U de B, c'est bon. Donc du coup, on peut exprimer B. B égale, alors la valeur qui est ici, c'est-à-dire 3,4 plus ou moins 0, alors ici, soit on garde 0,2, soit on majore à 0,3. Donc on peut majorer à 0,3, 10 puissance moins 4 mètres. Si vous mettez 0,2 et que vous arrondissez à 0,2, je pense que c'est accepté aussi, bien évidemment. Dernière question, indiquée si le tamis étudié permet de récupérer les artémies voulues. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette longueur-là, B, elle vaut 3,4 10 puissance moins 4 mètres. Donc, comment on répond à cette question? Donc, on nous dit que B vaut 340 micromètres. Donc, B vaut 340 micromètres. 3,4 10 moins 4, ça fait 340 micromètres. Et on nous dit que la largeur du fil vaut 230. Donc ça, c'est 230. Donc ça c'est un demi-fil. Ça c'est par rapport à ce que j'avais écrit tout à l'heure. 230 c'est la largeur du fil. Le fil il est ici, là c'est un demi-fil. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste pour la taille d'une maille? La taille d'une maille, en fait, on a une demi-maille là et une demi-maille là. Donc la maille, la taille de la maille, donc que j'ai appelé taille de la maille, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à B moins l'épaisseur d'un fil. Donc je l'ai noté. Je l'ai noté, je ne l'ai pas noté. Moi, la taille d'un fil, taille d'un fil. Donc B vaut 340 micromètres moins la taille d'un fil, c'est-à-dire 230 micromètres. Donc la taille de la maille va faire 110 micromètres. Alors la question maintenant, c'est de savoir si on va pouvoir récupérer les artémies. La réponse est oui, puisque la maille fait 110 micromètres et les artémies doivent faire minimum 150 micromètres. Donc la maille est plus petite que l'artémie. On va pouvoir récupérer les artémies. Voilà, on a corrigé cet exercice.